Lors de cette élection, 101% des votes ont été comptés en Caroline du Sud. Participation record. Mais les rapports de triche fusent. Les démocrates disent qu'ils ont remporté le vote populaire, mais les républicains objectent. Tout ceci escalade jusqu'à la mort de 150 Noirs, juste pour la forme. Qu'est-ce que tu racontes? Moi j'ai pas vu ça passer sur Twitter. Ah non, mais je parlais de l'élection de 1876, bah, tu m'avais laissé finir aussi. Howdy folks, aujourd'hui on va plonger dans un moment crucial de l'histoire américaine. Un événement qui a changé le cours de la politique aux États-Unis. Le compromis de 1877. Ou plutôt, comment une fraude massive a permis un bafouement total de la démocratie et la mise en place de la ségrégation dans les États du Sud. Et vous inquiétez pas, on va raccrocher ça à l'histoire moderne, alors mettez vos ceintures. J'en profite pour remercier les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Si vous aussi, vous voulez participer, vous avez les liens en description. Allez, c'est parti. On est en 1877 et les États-Unis sont en plein chaos électoral. Vous pensiez que les élections de 2000 ou de 2020 étaient compliquées? Attendez de voir ce qui s'est passé en 1876. D'un côté, on a Rutherford B. Hayes, le candidat républicain, et de l'autre, Samuel Tilden, un candidat démocrate. Et là, surprise, c'est le chaos total. L'élection se déroule 11 ans après la guerre de sécession, en plein pendant ce qu'on appelle la période de la reconstruction. Et le pays est encore divisé entre le nord et le sud. Tilden remporte le vote populaire avec une belle marge. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est au niveau du collège électoral que ça se complique. Il y a 20 votes électoraux disputés dans 3 États du Sud, la Louisiane, la Caroline du Sud et la Floride, et dans un État de l'Ouest, l'Oregon. Ces États sont encore sous occupation militaire républicaine à l'époque. Et les résultats sont contestés. Qui a vraiment gagné? Personne ne sait. Et il y a des accusations de fraude électorale des deux côtés. Ça commence bien, non? Avant de se plonger dans le cœur du compromis, il est crucial de comprendre ce qu'était la reconstruction. La reconstruction, c'est la période qui suit immédiatement la fin de la guerre civile en 1865. Le Sud, qui avait fait sécession, a été dévasté par la guerre. Les infrastructures étaient en ruine, l'économie agricole basée sur l'esclavage s'était effondrée, et des millions d'anciens esclaves maintenant libres cherchaient à s'intégrer dans la société. La reconstruction était donc un plan ambitieux, mené par le gouvernement fédéral, majoritairement républicain, pour réintégrer les anciens États confédérés dans l'Union, tout en s'assurant que les droits civiques des Afro-Américains soient protégés. Pendant cette période, les troupes fédérales stationnées dans le Sud faisaient respecter les nouvelles lois, comme le 13e amendement, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, et le 14e amendement sur la citoyenneté et l'égalité des droits. Mais bien sûr, ça plaisait pas à tout le monde, surtout pas aux sudistes démocrates qui voyaient cette période comme une occupation militaire imposée par le Nord. Il y avait une forte opposition dans cette nouvelle ère d'égalité, et c'est à ce moment-là que s'est formé le Ku Klux Klan, cherchant activement à restaurer la suprématie blanche à travers d'actes de violence et d'intimidation. Alors, en 1876, quand l'élection tourne au chaos, c'est dans ce contexte de tension raciale et de lutte politique entre le Nord et le Sud que les choses se corsent. On l'a dit, 4 États ne sont pas d'accord sur qui a remporté l'élection et soumettent des listes concurrentes de grands électeurs au Congrès. Le Sénat, en charge de compter les voix, se retrouve avec des noms en double, ils savent pas quelle enveloppe ouvrir. Si on se concentre uniquement sur les États non contestés, Tilden, le démocrate, a déjà presque remporté l'élection. Il lui manque juste un grand électeur pour s'assurer la présidence. Le Congrès met alors en place une commission électorale exceptionnelle. La commission prévoit de sélectionner 15 membres, 5 venant de la Chambre des représentants, 5 sénateurs et 5 juges de la Cour suprême. Bon là, les mecs, ils savent plus quoi faire. Ils sont en train de piocher des gens au hasard dans un peu toutes les instances de la République, histoire de fonder une commission indépendante et représentative, mais vous allez voir, ça capote lourdement. Oui, ça on peut le dire. 15 membres, c'est un nombre impair. Dans cette commission, on y retrouve 8 républicains et 7 démocrates. Sans surprise, chacun vote pour son parti et le candidat républicain est donné gagnant, malgré que ce soit lui qui soit le plus en retard sur le nombre de grands électeurs et qu'il ait techniquement perdu le vote populaire. Les tensions montent, le Congrès est divisé, et certains craignent même une reprise des conflits armés entre le Nord et le Sud. C'est à ce moment-là que les leaders politiques des deux camps se disent qu'il est temps de trouver une solution. Les leaders républicains et démocrates se rencontrent en coulisses et négocient un deal. Un deal exceptionnel, derrière des portes closes. Un deal qui n'a jamais été soumis au vote du Congrès ou à un référendum. Voilà ce qui est proposé. Rutherford B. Hayes, le républicain, deviendrait le président, malgré, encore une fois, qu'il ait perdu le vote populaire et qu'il soit en retard au niveau des grands électeurs. En contrepartie, les républicains acceptent de retirer toutes les troupes fédérales du Sud. Cela signifie la fin de la reconstruction et un retour à l'autonomie des États du Sud. Le compromis est entériné et le 2 mars 1877, Rutherford B. Hayes est officiellement déclaré président des États-Unis. Ce compromis marque la fin de la reconstruction. Dès 1877, les États démocrates du Sud remettent en place la ségrégation. Séparation des écoles par race pour les enfants, infrastructures réservées aux blancs dans l'espace public, interdiction du mariage interracial, on connaît tout ça.
Alors, est-ce que le compromis de 1877 était une solution pragmatique ou une trahison? Ça dépend de comment on regarde les choses. D'un côté, les républicains ont évité une nouvelle guerre civile et garanti la présidence de Hayes. Les démocrates, eux, ont récupéré l'indépendance du Sud et mis fin à la reconstruction. Donc en fait, d'un côté, c'est un pas vers l'unification. Une nouvelle guerre civile semble donc avoir été évitée de peu. Mais comment s'assurer de ne jamais retomber dans une telle situation? 10 ans après le compromis, le Congrès passe la loi sur le comptage électoral, le Electoral Count Act, qui clarifie le processus. Premièrement, le Congrès rajoute des étapes cléricales au niveau des États, pour les forcer à mieux construire leur liste de grands électeurs, afin d'éviter que 2 listes officielles soient émises. Sans rentrer dans les détails, il force à impliquer le gouverneur, le secrétaire d'État, de transmettre 6 copies et aussi d'impliquer l'archiviste fédéral. Le Electoral Count Act a également précisé comment des objections aux votes électoraux d'un État peuvent être gérées. Si un membre du Congrès s'oppose à la certification des résultats d'un État, il faut alors que cette objection soit soutenue par au moins un membre de la Chambre des représentants, les députés, et un sénateur. Ensuite, la Chambre et le Sénat doivent débattre et voter sur l'objection. Bon là, le gouvernement fédéral essaie de plus se retrouver dans cette situation, à devoir créer des commissions indépendantes parce qu'on a vu que ça marchait pas. Donc ils ont balancé tout ça sur les États, genre vous vous débrouillez, vous nous envoyez une liste de grands électeurs et ensuite nous on dépouille au Sénat. Et on peut dire que ça a marché. Du moins jusqu'en 2020. Rappelez-vous, Sidney Powell, le Kraken, le 6 janvier, les histoires de Mike Pence, le vice-président qui aurait reçu une liste alternative de grands électeurs et qui confirmerait la victoire de Trump au collège électoral. Bon, il faudrait toute une série de vidéos pour parler de ce sujet, surtout qu'il reste encore des enquêtes en cours, donc c'est pas encore clos. Et puis, je suis pas sûr de vouloir lire les commentaires là-dessus, franchement, il y a des mecs avec des QI à un chiffre sur internet, c'est épuisant. Bref, tout ça pour dire que l'Electoral Count Act a été amendé suite à l'élection de 2020 pour clarifier encore plus comment devraient se passer les contestations électorales, et aussi pour préciser une fois pour toutes que le rôle du vice-président pendant le décompte des voix des grands électeurs au Sénat est strictement clérical, et que le VP n'a aucune marge de manœuvre en ce qui concerne le choix des listes et de quel électeur est légitime ou non. Aussi, on avait vu qu'avant, il fallait uniquement un député et un sénateur pour apporter une objection, ce qui avait d'ailleurs conduit à 2 sessions de contestation de plusieurs heures en 2020. Et bien maintenant, depuis 2021, il faudra 1/5 de la Chambre et 1/5 du Sénat pour apporter une objection. Voici donc comment nous sommes passés d'une fraude massive en 1876 sur fond de guerre civile jusqu'au processus d'objection que nous avons tous vu le 6 janvier 2020. Oui, c'était une longue histoire, mais maintenant vous êtes préparés, surtout s'il y a des choses comme ça qui reviennent lors de cette élection de 2024. On va bien entendu suivre ça en direct sur la chaîne le 5 novembre. D'ici là, les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon ont accès en avant-première à la prochaine et dernière vidéo de la série. Tiens, elle est sur la fraude aussi. Je vous y détaille 5 failles utilisées par les fraudeurs, avec parfois la complicité des États, peut-être, pour tricher lors des élections américaines. Lien en description. Laissez un like avant de partir, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.